Monsieur Yankhoba, est-ce que vous pouvez nous parler un peu aujourd'hui de cette journée d'information par rapport à cette activité ici à la Chambre de commerce? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord préciser qu'il s'agit d'un atelier de formation et de partage entre les élus locaux et le secteur privé thiessois sur les innovations de l'acte 3 de la décentralisation et sur les innovations du nouveau Code général des impôts. Nous avons pensé qu'avec l'entrée en vigueur de l'acte 3, il était nécessaire que le secteur privé et les élus puissent partager les innovations, mais également les orientations de l'État en ce qui concerne la politique de décentralisation. Nous avons eu également l'avantage d'avoir des consultants très expérimentés, en l'occurrence le doyen Pape Mor Ndiaye, qui fut directeur de la décentralisation et qui a plus ou moins plus de 40 ans d'expérience donc dans l'administration sénégalaise. Donc demain également, nous aurons donc, le receveur des impôts et domaines de Thiès pour ce qui est des aspects fiscaux donc, de l'acte 3, mais également des innovations apportées par le nouveau Code général des impôts. Nous pensons que les côtés locales sénégalais souffrent d'un manque criard de moyens. Il était utile que nous puissions donc, étudier les voies et moyens de pouvoir, avec les secteurs privés, essayer de combler ces manquements-là. Donc l'acte 3 et le nouveau Code général des impôts nous donnent des pistes de partenariat, donc des pistes donc, de mobilisation de recettes pour le développement de nos territoires. Je pense qu'il était utile que nous puissions maintenant créer un cadre de concertation, d'échange et de dialogue entre ce secteur privé-là et ses élus. Et c'est ça qu'on a réussi aujourd'hui. Mais c'est le début d'un partenariat qui se veut durable donc, entre les secteurs privés thiessois et les côtés locales donc, pour le développement de nos territoires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu sur le problème des infrastructures à Thiès, notamment le marché central aux poissons et d'autres infrastructures attendues par les populations du département de Thiès? Oui, pour ce qui est des infrastructures, ce que nous avons dit, donc déjà, il faut réfléchir sur le mode de gestion de l'existant aujourd'hui. Pour le marché central et les autres équipements, naturellement, les maires donc, qui ont en charge ces équipements-là sont en train de réfléchir donc, sur des modes de gestion beaucoup plus efficients. Seulement, nous avons pensé que compte tenu de l'expérience acquise donc, durant les 5 dernières années, aujourd'hui nous pensons que l'option d'une gestion en régie, c'est-à-dire que de confier à un privé la gestion de ces équipements marchands, pourrait être une option optimale qui pourrait aider et le côté local à mobiliser des recettes et à gérer moins de tensions, mais également à permettre aux commerçants, aux opérateurs économiques d'avoir donc, un équipement marchand mieux géré, mais également aussi bien dans le domaine de l'entretien, mais également de la préservation des équipements, mais également de mobilisation des recettes. Donc, parce qu'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de déperdition donc, des recettes au niveau des équipements marchands. Et peut-être un partenariat entre une côté locale et un secteur privé qui accepte de s'investir dans la gestion des équipements pourrait être en fait une option à encourager. L'autre aspect, c'est que les équipements, les infrastructures assez importantes comme le marché aux poissons, ou bien d'autres équipements dont Thiès a besoin aujourd'hui pourraient être plus ou moins développés dans le cadre d'un partenariat public-privé. Donc l'idée c'est de voir avec les privés de Thiès qui ont une capacité financière assez importante comment développer un partenariat afin de pouvoir réaliser ces équipements. Comme vous savez, sur le marché aux poissons, nous avions l'appui de la Banque mondiale à l'époque qui malheureusement n'avait pas pu patienter jusqu'à ce qu'on règle le problème du contentieux avec les populations de Nguyen. Aujourd'hui, Thiès a plus que jamais besoin d'un marché aux poissons. Est-ce qu'il y a un secteur privé prêt aujourd'hui à travailler avec les communes donc pour développer un marché aux poissons au bénéfice des peuples et qui peut être rentable? Parce que par exemple, sur un marché de 500 places par exemple, si vous avez un opérateur qui le finance avec un montage financier, les banques et autres, et peut-être fixer des droits d'entrée à 500 000 francs, avec au moins ce pactole, vous avez la moitié de l'investissement. Le reste maintenant, sur les 10 ans à venir, vous devez pouvoir rentabiliser le restant donc, de l'investissement. En tout cas, ce sont ces aspects-là qu'on a voulu partager, donc avec naturellement les acteurs économiques, les élus, mais également les chefs de service qui ont au moins la gestion un peu de notre patrimoine, aussi bien des impôts locaux, de notre patrimoine, mais également qui gèrent les recettes de l'État et qui connaissent un peu les capacités et les potentialités un peu de la région. Donc cet atelier également, nous l'avons initié avec le conseil départemental de Tivaouane parce que nous pensons que tous les deux avons la chance d'avoir un seul et même receveur des domaines, les impôts et domaines de Thiès. Le centre de Thiès gère les deux départements et ce serait bien quand même que nous puissions mutualiser un peu nos efforts
donc nos stratégies d'encadrement des élus, donc de nos départements, mais également de mobilisation de notre secteur privé qui est aujourd'hui regroupé autour de la Chambre de commerce et d'industrie de Thiès. Monsieur le Président, merci. C'est moi qui vous remercie. Possible de la part d'une collecte locale de confier la gestion de certains équipements marchands à des opérateurs du secteur privé. Aujourd'hui, pour donner, puisqu'on est à Thiès, aujourd'hui le marché central de Thiès peut bel et bien être confié par la commune compétente à une société privée qui le gère et qui véritablement le gère en fonction d'un certain nombre d'un certain cahier de charges pour véritablement produire davantage de résultats, pour en profiter en tant que société privée, mais pour en faire profiter davantage la commune qui en a la charge. Donc ça, c'est un aspect qu'on peut approfondir par rapport auquel beaucoup d'opérateurs n'étaient pas suffisamment informés, mais il va falloir que demain, par rapport au Code général des impôts, et notamment également par rapport au Code général des collectivités locales, parce qu'il ne s'agira pas, s'il faut aller dans ce sens-là, de prendre par exemple Babacar Ndao comme étant un ami, dire voilà, il a sa société privée, mais moi je suis le maire de la commune compétente pour la gestion de ce marché, je prends le marché, je lui confie. Non, il s'agira d'élaborer un cahier de charges, d'ouvrir une compétition pour que l'ensemble des sociétés intéressées par la gestion de ce marché compétissent et qu'on confie la gestion du marché par la société qui aura démontré véritablement le plus de rigueur, en tout cas dans son offre. Donc c'est ça qu'il y a entre autres comme opportunité. Et c'est valable pour les gares routières, c'est valable pour tous les équipements marchands de façon générale. Donc ça, c'est une possibilité qu'il faut quand même expliquer et davantage aux élus et davantage aux acteurs du secteur privé. Et donc, ça, ce n'est qu'une partie, hein, parce que bon, on pourrait même, il y a les concessions également. Vous pouvez avoir un grand projet d'équipement marchand et sous forme de concession. Vous prenez par exemple un acteur privé qui en a la compétence, qui en a la surface financière, qui réalise et qui gère et qui se fait rembourser sur la base, en tout cas, des résultats de sa gestion. Donc ça, c'est également une autre forme de partenariat public-privé qui s'étend au collège local et dont il faut maîtriser toutes les modalités et toutes les formes de mise en application. Voilà. Donc, tous les concepts et en tout cas et tout ce qui tourne autour du cadre organisationnel et financier du collectivité locale en tant que département. Donc je voudrais vous remercier au nom de Madame la Présidente du Conseil départemental de Tivaouane d'avoir associé notre collectivité locale donc, à cet atelier. Je vous remercie. Merci beaucoup. Opérateur économique, Monsieur le directeur de l'ARD, M. Pamon Ndiaye, ancien directeur des collectivités locales et formateur, je voudrais naturellement me réjouir d'avoir été associé à cette formation, mais surtout remercier M. le Président d'avoir bien accepté de venir présider la cérémonie solennelle d'ouverture de cet atelier de formation, qui est une initiative conjointe entre le Conseil départemental de Thiès, la Chambre de commerce et le Centre des impôts de Thiès. L'idée, Monsieur le Préfet, c'est de voir avec l'acte 3, qui vient d'être plus ou moins expérimenté pour la première année en 2015, comment les nouveaux élus et les opérateurs économiques pourront créer une synergie à l'échelle donc de leur collectivité pour pouvoir disposer donc de ressources nécessaires à leur politique. Parce que nous tous, nous savons que les collectivités locales n'ont pas assez de ressources, de moyens pour travailler. Et c'est sur le secteur privé que les collectivités locales doivent pouvoir compter pour faire leur politique. Mais souvent, il y a une incompréhension, il y a une distorsion donc, dans l'application naturellement de cette collaboration, de sorte que s'il n'y a pas un dialogue constructif entre opérateurs et élus, il peut y avoir des difficultés. C'est pourquoi nous avons pensé que la Chambre de commerce, qui est naturellement la maison, bien la structure faîtière des organisations privées donc de la région, et les élus à l'échelle des départements pourront créer en fait un cadre d'échange et de partage. C'est dans ce cadre que nous avons pensé à initier cette formation-là. Nous avons été naturellement suivis par le receveur des impôts et domaines
mais également par le directeur de l'ARD qui a accepté d'être le facilitateur. Donc la Chambre de commerce également a informé, sensibilisé l'essentiel des opérateurs de la région qui ont répondu en masse et qui ont accepté de prendre part. Aujourd'hui, les élus aussi, naturellement avec l'acte 3, doivent, à mon avis, davantage nouer en fait un dialogue avec le secteur privé. Parce que si vous n'avez pas l'appui du secteur privé, vous ne pourrez pas faire des résultats. Vous n'aurez pas assez de recettes et si vous n'avez pas de recettes, vous ne ferez pas de résultats. Donc le dialogue est important et capital entre le secteur privé et les élus. Moi, j'ai eu la chance de faire plus ou moins 12 ans de municipalité avant d'être au conseil départemental. Je sais les difficultés auxquelles nous étions confrontés pour recouvrer nos impôts et les recettes au niveau des marchés et des entités économiques. Il faut un dialogue constructif. Que les opérateurs sachent qu'avec les élus, ils doivent pouvoir créer une synergie. C'est possible. Mais pour cela, il faut un dialogue. Et ce dialogue doit pouvoir peut-être passer par des événements pareils, de formation, d'échange, de partage. Et maintenant, qui va être le facilitateur? On peut apprécier. Nous, en tout cas, au niveau du conseil départemental, on pense que créer des organisations pareilles, des formations, pourrait être un cadre d'échange. Naturellement, le Forum civil pourrait le faire, mais ça peut-être serait dans un cadre beaucoup... Convié à cette cérémonie, le courrier était venu, mais j'ai effectivement pris fonction depuis samedi, mais je suis au bureau depuis hier. Mais je n'ai pas hésité pour plusieurs raisons. D'abord, la charge symbolique, vous le dites tous, je suis un peu trop lié à Thiès, parce que c'est là où j'ai débuté ma carrière dans l'administration territoriale, même si auparavant j'étais dans d'autres cercles. Mais également par le fait que ça se tient au niveau de la Chambre de commerce. Le président est témoin. En tant qu'adjoint au développement, j'ai beaucoup eu à travailler avec la Chambre de commerce. On avait beaucoup échangé et je me rappelle même avoir d'une certaine façon contribué à la mise en place du centre de gestion agréé au niveau de la Chambre de commerce. Donc c'est quand même plusieurs raisons d'ordre affectif d'abord qui ont fait que, au-delà même de l'aspect représentation de l'État qui nous oblige à chaque fois que l'on a besoin de nous d'être toujours présents. Donc pour toutes ces raisons, j'ai pensé qu'il était nécessaire, voire obligatoire de ma part de venir présider cette cérémonie. La deuxième raison également, c'est par rapport au thème et à la portée même de cette formation. Vous l'avez si bien dit, Monsieur le Président, il y a des innovations. L'acte 3 de la décentralisation, certains peuvent penser qu'il s'agit d'une réforme de plus. Mais je crois qu'au moment où les autorités centrales ont pris des options claires pour conduire le Sénégal sur la voie de l'émergence, il est évident que ce travail-là ne peut pas être fait au sommet si la base n'est pas en phase. Et la base, c'est quoi? C'est les terroirs, c'est les collectivités locales, comme l'a dit tantôt le représentant du président du conseil départemental. Il s'agit tout simplement de mettre en œuvre, de donner corps à la notion de territorialisation des politiques publiques. Les gens, c'est une notion qui est galvaudée, mais c'est très simple. Il s'agit tout simplement de faire en sorte qu'au niveau de la base, les orientations dégagées par le niveau central puissent être concrétisées au niveau de la base. J'aime toujours dire, chaque fois que je reçois même des ministres quelquefois, en disant que si vous restez dans vos cabinets ministériels, si vous restez au sommet, le travail, le résultat ne peut être perceptible qu'au niveau de la base. C'est pourquoi je suis très heureux de venir aujourd'hui et de voir que aussi bien la Chambre de commerce que les élus ont compris que pour pouvoir mener une mission, il faut d'abord acquérir des aptitudes. Avec le jeu démocratique, le principe de la liberté, un peu du choix des organes qui doivent guider, qui doivent animer les collectivités locales, il est évident qu'on n'exige pas une certaine expertise, une certaine connaissance de la chose publique pour être élu. On est élu sur la base d'un contrat de confiance, sur la base d'un programme qui est présenté aux citoyens. Maintenant, une fois qu'on est élu, il est normal, il est indispensable que les exécutifs locaux en particulier, d'une manière générale, tous les conseillers, que ce soit des conseillers départementaux, des conseillers municipaux, puissent un peu se mettre à niveau pour pouvoir prendre en charge véritablement les préoccupations des populations. C'est pourquoi cette formation-là vient à son heure. Et vous l'avez dit, monsieur je vous taquine souvent, je vous appelle monsieur le maire, comme on m'appelle souvent gouverneur. C'est un réflexe que j'ai jusqu'à présent sur mon portable, j'ai mis maire Diatara, je n'ai pas encore mis président. Donc il est nécessaire que cette formation puisse être faite.
Et ce qui m'a le plus aussi fait plaisir à travers le choix, c'est que vous puissiez penser qu'il faut d'abord voir les innovations de l'acte 3, mais voir l'aspect également ressources, l'aspect fiscal. Parce que sans moyens, on ne peut pas atteindre des résultats. Très souvent, dans beaucoup de rencontres, les collectivités locales disent souvent il n'y a pas suffisamment de moyens. Moi, je dis juste pas d'accord. Les moyens, ça se crée. Les moyens, c'est d'abord les prérogatives qui vous sont conférées par les lois et règlements. Beaucoup de collectivités, j'étais tout à l'heure en visite de courtoisie chez le président du conseil départemental, je lui ai dit, l'État vous transfère des compétences, l'État vous transfère également des moyens. Les gens pensent que ce transfert de moyens concomitant n'est pas à la hauteur des compétences. Moi, je fais partie de l'école qui considère que ce n'est pas le cas. Parce qu'en vous transférant des prérogatives, en vous donnant des prérogatives, on vous donne la possibilité d'explorer toutes les possibilités de niche fiscale. Mais allez-y à fond, vous avez les instruments qui vous permettent de pouvoir capter des ressources et sur la base de ces ressources, de pouvoir engager des... C'est comme un budget, c'est pour engager des dépenses. Il y a beaucoup de... Au risque de déplaire un peu à mes amis du Trésor, je le dis souvent, je disais tantôt au président, l'ordre de recette, ça semble banal, mais c'est un ordre. C'est-à-dire on demande aux receveurs de recouvrer des recettes. Mais dans la quasi-totalité des collectivités locales, vous pouvez être témoin, très souvent l'ordre de recette est préparé par le receveur et le maire ne fait que signer. Ce qui pose problème. Parce que tout simplement, celui qui a une bonne connaissance, une connaissance fine de l'assiette fiscale, c'est celui qui est chargé de recouvrer. Il ne vous présentera que ce qu'il est sûr de pouvoir recouvrer. Donc l'idéal serait que vous, en tant que coordonnateur du budget, les collectivités locales, les exécutifs ne sont pas seulement ordonnateurs de dépenses, ils sont ordonnateurs du budget. Le pendant recette, le pendant dépenses, c'est de réfléchir pour voir toutes les possibilités pour avoir des recettes. Et d'être exigeant vis-à-vis des citoyens, comme les citoyens sont devenus exigeants vis-à-vis de vous. J'ai eu la chance d'avoir voyagé aux États-Unis, vous y allez là-bas, les gens, l'un des délits les plus importants, les mieux condamnés, c'est les délits fiscaux. On peut tout pardonner à un Américain, même il peut faire un crime ou autre, on lui permet de pouvoir retrouver la liberté en versant. Mais un Américain qui fait une fraude fiscale, qui ne déclare pas ses impôts, c'est impardonnable. Donc aujourd'hui, les citoyens sont suffisamment bien imprégnés pour ne rien vous pardonner. Donc ne leur pardonnez rien. C'est-à-dire demandez-leur de faire l'effort nécessaire. Maintenant, en jouant sur les tablettes de la bonne gouvernance, de la transparence, qui sont aujourd'hui des exigences, la présence du Forum civil est là, avec les possibilités qui sont offertes à travers la mise à contribution de ces acteurs importants disons, de la vie publique locale. Mais vous y allez à fond pour pouvoir permettre de dire aux citoyens, vous nous avez demandé de faire ceci, participer à hauteur de ce qu'il vous faut, et sur la base d'un donnant-donnant, je crois que vous pourrez accomplir votre mission et pouvoir, le cas échéant, être réélu. Parce que c'est le propre d'un leader, d'un exécutif local, c'est de pouvoir, à la fin de son mandat, donner satisfaction à ses concitoyens. Et ce que l'État tire à travers tout cela, c'est le bien-être des populations, c'est le développement socio-économique de notre pays. En tout cas, nous, administration, on est tenu aujourd'hui d'accompagner les collectivités locales dans le processus d'approfondissement de la décentralisation qui devra être le levier sur lequel on va actionner pour atteindre tout simplement la notion d'émergence. C'est vrai que l'État central continue à assurer la mise en œuvre de grands projets, mais à travers les réformes successives qui ont été connues, vous avez vu la décentralisation du BCI, il y aura probablement d'autres actions qui seront menées allant dans le sens d'une meilleure responsabilisation. Au même niveau que l'ensemble des acteurs de la décentralisation. Donc je crois que c'était important de nous replonger un peu dans l'historique du processus de décentralisation au Sénégal. Il l'a fait de fort belle manière, en nous restituant un peu nos 140 ans de décentralisation. Ce n'est pas commun à l'ensemble des pays africains. Nous avons ce background en décentralisation qui fait que le Sénégal se distingue, en tout cas, dans tout ce qui est politique de décentralisation au Sénégal.
Donc, cette première étape, il nous l'a restituée en partant de 1872 jusqu'à l'année 2012, année à laquelle le président Macky Sall a lancé en tout cas les premiers signaux de la réforme qui aujourd'hui est structurée autour de l'acte 3 de la décentralisation. Mais entre-temps, de 1872 à 2012, le Sénégal a connu plusieurs régimes, plusieurs phases. La première phase, qui a été une phase pratiquement coloniale, a permis plus à l'administration coloniale de tester et de s'appuyer sur la décentralisation, en tout cas sur le balbutiement de la décentralisation pour faire avancer sa politique. En 1960, 1964, 1966, 1972, 1990, il vous a restitué toutes les grandes étapes franchies par le Sénégal. Et donc, on ne peut pas ne pas nous arrêter sur 1972, considéré ici comme étant l'acte 1 de la décentralisation, avec pratiquement la généralisation de la couverture de notre territoire national par des collectivités locales, qu'elles soient des communes ou des communautés rurales, avec un ensemble de prérogatives et un ensemble donc de missions confiées à ces collectivités, avec un dispositif d'accompagnement. Vous l'avez noté, pendant toute cette première phase, c'est-à-dire de 1960 à 1990 pratiquement, certes, les élus organisés au sein de ces institutions ont été responsabilisés, mais l'État, par la même occasion, a mis en place un dispositif d'accompagnement en nommant des fonctionnaires dans les communes à statut spécial ou alors dans les communautés rurales par le biais des sous-préfets pour gérer le budget de ces collectivités. C'est en 1990 qu'une loi est venue remettre, recentrer tout cela autour des élus en confiant aux élus la totalité, c'est-à-dire aussi bien le pouvoir de délibérer, de prendre donc des décisions conformément à leur mission, mais également de gérer les ressources de la collectivité telles qu'elles ont été donc mobilisées. Mais de 1990 à 1996, avec l'acte 2 de la décentralisation, il y a eu quand même plusieurs expériences. Mais en 1996, avec tout ce qu'il a relaté dans cette partie de sa présentation, nous avons effectivement eu un déclic avec la régionalisation, c'est-à-dire les régions, les communes d'arrondissement, avec sur le contrôle de l'égalité qui a été institué au lieu, à la place, en lieu et place de la tutelle qui était relativement pesante. Aujourd'hui, donc à partir de 1996, nous avons effectivement observé un virage important en termes de responsabilisation des élus pour ce qui concerne la prise en charge effective des missions de développement local. Mais quand il a fait son résumé sur l'ensemble des résultats acquis, l'on a pu noter quand même qu'effectivement, d'un point de vue institutionnel, il y a eu des acquis notables, mais du point de vue prise en charge des missions de développement local, véritablement, cela a été le ventre mou de la décentralisation. Et c'était véritablement pour annoncer la venue de l'acte 3, avec tout ce qui a été pointé comme faiblesse dans les processus précédents et tout ce qui a été pointé comme ambition dans effectivement les actes majeurs qui vont être posés dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation. Toutes les innovations, je crois qu'on n'a pas besoin d'y revenir, mais je voudrais insister sur un point parce que c'est l'objet de l'atelier aujourd'hui. L'innovation, une des innovations majeures, c'est aujourd'hui
la mise en perspective du développement territorial